3 août. Mon 12 ange Barbara Alexievna. Je m'empresse de vous informer, mon rayon de lumière, qu'il m'est venu quelques espérances. Tout d'abord, vous m'écrivez, mon petit ange, que je ne dois pas emprunter de l'argent. Mais voyant ma colombe, je ne puis m'en passer maintenant. Ma situation à moi est déjà précaire en elle-même, et si par malheur il vous arrivait quelque chose avec cela, car vous êtes de constitution faible, je vous écris donc en ce moment pour vous dire qu'il est devenu indispensable d'emprunter. Par conséquent, je poursuis. Sachez, Barbara Alexievna, que ma place à la chancellerie est voisine de celle d'Emilien Ivanovitch. Ce n'est pas l'Emilien que vous connaissez. Celui-ci est tout comme moi conseiller titulaire, et nous sommes, lui et moi, les deux fonctionnaires les plus anciens de notre service. Nous en sommes, en quelque sorte, les piliers. C'est une bonne âme, un homme désintéressé, mais très taciturne, et qui se tient toujours à l'écart, un véritable ours. En revanche, un travailleur infatigable, et il a une de ses plumes, de la pure calligraphie anglaise. Pour dire toute la vérité, il écrit aussi bien que moi, le digne homme. Nous n'avons pas été très liés jusqu'ici, nous bornant à échanger les bonjours et les au revoir d'usage. Parfois, quand j'avais besoin d'un canif, je m'adressais à lui comme ça. « Prêtez-moi donc votre canif, lui disais-je. » Bref, tout se bornait aux civilités exigées par les convenances. Voilà qu'il me dit tout à coup ce matin. « Qu'avez-vous, Makar Alexievitch? Vous paraissez pensif ?» Je me suis rendu compte qu'il me voulait du bien. Alors je me suis ouvert à lui. « Voyez-vous, Emilien Ivanovitch, lui ai-je dit, il y a ceci et cela. C'est-à-dire que je ne lui ai pas tout dit, que Dieu m'en garde. Je ne lui dirai jamais tout. Le courage m'en manquerait d'ailleurs. Je me suis seulement ouvert à lui de quelques détails, lui confiant que je suis dans la gêne et ainsi de suite. Mais, m'a-t-il répondu, pourquoi n'empruntez-vous pas de l'argent en ce cas, mon brave? Adressez-vous donc à Pierre Petrovitch. Il prête contre intérêt. Il m'en a avancé et à un taux convenable, supportable. Ah, Varinka, mon cœur a bondi dans ma poitrine à ces paroles. Je me mis à réfléchir longuement. Qui sait, le Seigneur lui inspirera peut-être à Pierre Petrovitch, à ce bienfaiteur, de m'accorder une avance à moi aussi. J'ai calculé ainsi que je pourrais payer ma dette à la logeuse et vous aider également. Et enfin que je pourrais améliorer quelque peu ma tenue, car c'est une honte d'être mis de cette façon. Je ne me sens plus à mon aise au bureau, sans parler de tous ces moqueurs malveillants qui ne cherchent que prétexte à vous railler. Mais laissons-les. Toutefois, il pourrait arriver que son Excellence passe devant notre table, cela arrive de temps en temps. Il pourrait, que Dieu m'en garde, jeter un coup d'œil sur moi et s'apercevoir que je ne suis pas vêtue convenablement. Or, la propreté et la correction comptent plus que tout à ses yeux. Il ne me dira rien sans doute, mais je mourrai sur place de honte et de confusion. Voilà ce qui risque d'arriver. C'est pourquoi, ayant pris mon courage à deux mains et fourrant ma honte dans ma poche trouée, je me suis dirigé vers Pierre Petrovitch, plein d'espoir, mais tremblant de crainte à la fois, le souffle coupé par mon attente anxieuse. Eh bien, Varinka, imaginez-vous que tout cela a fini en queue de poisson. Il était occupé à ce moment et s'entretenait avec Tadej Ivanovitch. Je me suis approché de lui, comme ça, de côté, et l'ai tiré par la manche, disant « Pierre Petrovitch, Pierre Petrovitch !» Il s'est retourné et j'ai poursuivi en lui expliquant que j'avais comme ça besoin de 30 roubles, etc. Il n'a pas compris tout d'abord ce que je voulais. Ensuite, quand je lui expliquai la chose, il s'est mis à rire, mais n'a rien répondu, et s'est tu, tout simplement. J'ai répété ma demande. « Avez-vous un gage ?» fit-il alors, et il se replongea dans ses écritures, poursuivant son travail sans me regarder. Je me suis troublée légèrement. « Non, ai-je répondu, non, je n'ai pas de gage, Pierre Petrovitch. » Et je me suis efforcée de le convaincre que je le rembourserai dès que j'aurai touché mon traitement, que je le paierai immédiatement, que ce sera pour moi un devoir sacré. Quelqu'un l'appela en cet instant. J'attendis. Il revint et commença à tailler sa plume comme s'il ne remarquait pas ma présence. Je suis revenue à la charge. N'y aurait-il pas moyen, Pierre Petrovitch, de quelque façon ? Il continuait de se taire et faisait semblant de ne pas m'entendre. J'ai attendu quelques instants encore, debout près de lui, puis j'ai décidé de tenter un dernier essai.
Je l'ai donc tiré par la manche de nouveau. Il n'a pas dit un mot, et ayant achevé de tailler sa plume, s'est remis à écrire. Je me suis éloignée. Voyez-vous, ma petite mère, ce sont tous des gens très dignes et très respectables sans doute, mais tellement fiers, qu'on ne sait plus comment les prendre. Nous sommes trop petits pour eux, Varinka. C'est pourquoi je vous écris tout cela. Emilien Ivanovitch s'est mis à rire quand je lui ai raconté l'histoire, et il a hoché la tête avec ça, lui aussi. En revanche, il m'a donné des espérances, le brave homme. Emilien Ivanovitch est un digne homme. Il m'a promis de me recommander à une de ses connaissances. Il s'agit de quelqu'un, Varinka, qui habite dans le quartier de Viborg et qui prête également à intérêt, un fonctionnaire de 14e classe, paraît-il. Emilien Ivanovitch prétend qu'il m'avancera la somme à coup sûr. J'irai le trouver demain, mon doux ange. J'irai le voir. Qu'en pensez-vous? N'ai-je pas raison? Il est indispensable d'emprunter. La logeuse parle de me mettre à la porte et ne consent plus à me donner à dîner. Mes chaussures sont dans un état pitoyable, ma petite mère, et il me manque des boutons et tant d'autres choses encore. Qu'arriverait-il si l'un ou l'autre de mes chefs remarquait ma tenue inconvenante? Ce serait un malheur, Varinka, un malheur, une vraie catastrophe. Makar Dievouchkine.